Oui, donc on continue notre interview. On passe à une autre question. Tu dis toujours dans ce même livre, à la page 56, notre être émotionnel fonctionne habituellement comme une partie du billard. Une sensation nouvelle provoquée par un événement extérieur ou la remontée d'un souvenir stimule une partie du corps. Ceci crée un déséquilibre qui se répercute ailleurs, comme une boule de billard sur le tapis vert. La question, comment et pourquoi le déséquilibre se répercute ailleurs dans le corps? Donc, les émotions, ce sont des réseaux de tension, ce n'est pas une seule tension, ce sont des réseaux de tension. Donc, on a vu tout à l'heure pour la colère que les localisations principales, pour chaque émotion, il y a des localisations principales et donc le grand travail, par exemple, du Vipassana ou d'une certaine forme de Vedanta, c'est de pouvoir immobiliser les méditations, les sensations là où elles sont et donc elles ne se mettent plus en réseau. Pour prendre une image, c'est un peu comme les politiciens où ils cherchent à éviter les rassemblements ou la police, éviter les rassemblements pour éviter une révolution. Et donc, si on ne veut pas être révolutionné par nos émotions, il faut éviter que les sensations se rassemblent et apprendre à les laisser sur place. Donc, ça, c'est une manière de méditer fondamentale et le Bouddha insistait beaucoup là-dessus. Donc, c'est par exemple le symbolisme qu'on peut sentir derrière les deux des signes, des 36 signes d'un bodhisattva. Quand un bodhisattva se développe, il a des signes sur son corps et ils disent qu'un des signes, c'est que les poils s'enroulent sur eux-mêmes et un des autres signes, c'est que ses cheveux se rassemblent en petites touffes. Et c'est pour ça que dans le style de l'Ananda qui a influencé toute l'Asie du Sud, les Bouddhas sont régulièrement représentés avec des petites touffes de cheveux tout autour de la tête. C'est très caractéristique. Et le symbole, ça veut dire qu'un bon méditant réussit à garder les sensations là où elles sont sans les laisser diffuser. Sinon, c'est tout à fait comme l'épidémie. Ça fait un cluster, une sensation, c'est un cluster. Et puis après, ça contamine d'autres zones. Et puis là, on a peut-être la population qui a le virus de l'émotion perturbatrice. Pratiquement parlant, comment peut-on, par exemple, éviter un rassemblement des émotions de peur et de colère en même temps? Oui, alors, la grande solution que conseillait Swami Vivekananda quand les gens lui demandaient une aide là-dessus parce qu'ils se sentaient emportés par les émotions perturbatrices. Donc, c'était une question qui revenait 2 fois ou 3 fois par semaine. Donc, régulièrement, il répétait « revenez au corps ». Qu'on suive le Vedanta ou le Vipassana, le travail est de revenir au corps et de clarifier ces émotions qui sont plutôt agitées et troubles, de les clarifier par le retour au corps. Parce que dans le corps, on peut identifier très précisément tel à 1 centimètre près, on sait que cette zone, c'est relié à telle émotion. À côté, c'est plus relié. Au contraire, c'est souvent l'émotion contraire. Voilà, tout ça, ça vient par une grande attention au corps en lien avec le mental. Ce n'est pas un culte du corps, ce n'est pas un culte du bien-être, c'est simplement une claire vision intérieure de comment les parties du corps interagissent très précisément avec le mental. Et quand je parle de parties, ça peut être des parties toutes petites. Pratiquement, si on a la peur, par exemple, qu'est-ce qu'on doit sentir? On sent par exemple qu'il y a la narine fermée qui est plus fermée, que la base de la gorge est plus fermée, que le plexus est plus fermé, et donc on fait circuler cette énergie. Par exemple, on peut amener l'énergie du plexus dans le cœur subtil à droite, amener l'énergie de la gorge dans le haut des omoplates, comme s'il y avait les ailes de l'ange qui poussaient, et amener l'énergie de la narine fermée vers la narine ouverte. Et en faisant ça bien précisément et en assistant un peu pendant quelques minutes, eh bien, c'est comme si les racines principales de l'arbre de la peur étaient coupées et l'arbre de la peur dépérit. Bon, ce n'est pas forcément en 10 secondes, mais c'est la manière de travailler et en répétant régulièrement, on a un vrai nettoyage de la peur qui se fait petit à petit.
c'est pas facile de nettoyer la peur puisque dès avant la naissance, l'embryon a eu peur quand il s'est senti Ouais. comprimé pour Ni la être colère, chassé de son paradis ni la, terrestre. ni la colère, ce sont deux émotions qui sont assez ancrées même Oui, dans oui. l'organisme. Je me souviens d'un imam chiite qui était venu à notre séminaire de méditation, je pense que c'était à Jebel, et il étudiait, donc, je pense que c'était dans université, les religions comparées, et il disait qu'il avait une haine des sunnites qui mettaient des bombes partout dans les quartiers sunnites et dans les quartiers chiites, et que cette haine le perturbait complètement. Donc, il voulait trouver des solutions parce qu'il sentait que c'était pathologique, quoi. Et qu'est-ce que tu lui as conseillé? Ben, retour au corps, tu vois ce que je dis là. Hein, voilà, alors, s'il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi l'analyse logique des choses. Par exemple, pour la colère, hein, il y a une bonne image qui fait réfléchir. Des fois, on se promène en sandales dans la montagne et puis on se cogne le petit doigt de pied sur une pierre. Et donc, ça fait très mal. En plus, c'est soudain, on ne s'y attendait pas. Et donc, la réaction est d'avoir une très grande colère. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère? Ben, on a envie de donner un coup de pied. Mais si on donne un coup de pied sur la pierre qui nous a fait mal au petit doigt de pied, là ensuite on aura mal à tout le pied. Hein, donc ça indique bien le côté finalement absurde de la réaction de colère, quoi. On aggrave les choses parce que simplement c'est automatique, quoi. Et donc, il faut réussir à aller plus vite que l'automatisme et mettre un délai entre l'accident et puis la réaction automatique. Et plus ce délai est long, plus on a de chances de ne pas faire de passage à l'acte illogique. Et donc, plus on progresse vers la sagesse. Ça aussi, C'est Swami quoi cette Vivekananda le disait. réaction? C'est un réflexe inné, un Ben, réflexe. c'est automatique, mais je dirais pas réflexe. Il y a le vrai réflexe. Bon, effectivement, c'est très difficile à maîtriser, à moins de se contracter complètement. Si on vous tape sur le tendon de la rotule, quand le genou est à 90 degrés, automatiquement, le genou partira vers l'avant. Ça, c'est un vrai réflexe. Et le réflexe, c'est au niveau de la moelle épinière. Ça monte pas jusqu'au cerveau, donc c'est incontrôlable. Donc, mais il y a beaucoup de réactions qui sont automatiques, mais qui sont quand même pas des réflexes et qui montent par le cerveau et donc qui sont contrôlables avec l'entraînement. En général, c'est le cas pour les émotions. Voilà. Normalement, on dit ce genre de réflexe et de réaction, c'est dû essentiellement au cerveau émotionnel qui, qui est donc incontrôlable dans ce cas. Alors, ben, le cerveau émotionnel est quand même contrôlable par le cerveau frontal. Hein, et donc, ben, il y a des fois, il y a une capacité de contrôle qui est bonne, d'autres fois mauvaise. Et ça se voit même anatomiquement. Par exemple, pour l'émotion de tristesse, on a vu que chez les gens déprimés, le cordon de substance blanche qui reliait le centre du cortex préfrontal de décision d'être heureux et le centre qui donnait l'expérience effective et animale, donc émotionnelle, animale, du plaisir et du bonheur, ce cordon était comme un fil, c'est-à-dire beaucoup amaigri. Et quand les gens sortaient de la dépression, ce cordon regrossissait. C'est comme quand on fait du sport, on a des bons quadriceps, mais par contre, si on ne fait pas de sport ou si on a un plâtre qui vous bloque la jambe, le côté, la cuisse deviendra toute petite parce qu'elle manque d'entraînement. Voilà, donc ça se voit au niveau cérébral, hein, cette capacité à changer les émotions de base, c'est inscrit dans notre anatomie. Et donc, si on a des bonnes conductions, enfin, si on s'entraîne, on aura une courroie de transmission qui grossira en quelque sorte, ou un fil de transmission qui grossira. Donc, ça, c'est très intéressant de voir que ça change même la structure du cerveau, pas simplement le fonctionnement électrique, mais la structure. Une autre situation, et là, tu cites un verset de la Bhagavad Gita qui dit le yoga, c'est la dissociation à l'association à la douleur. Et tu commentes par ailleurs, si l'on balaye le corps de façon ascendante, on obtient un effet plutôt dynamisant. Si on le fait de façon descendante, c'est un effet plutôt calmant.
Donc, la question, quelle association de l'esprit ou du corps à la douleur et pourquoi balayage descendant et le balayage descendant est calmant? Donc, il y a deux questions. Déjà, donc, dissociation de la douleur. Eh bien, en fait, la douleur est un problème, effectivement, mais on l'augmente en s'identifiant à cette douleur. Et donc, quand on réussit à dire d'un côté, il y a moi et de l'autre, il y a la douleur, à ce moment-là, on va vers la solution du problème. Et donc, c'est ces sages comme Ramana Maharshi qui pouvaient dire quand ils avaient le cancer, il dit la douleur de mon cancer, enfin la douleur du cancer est comme la piqûre d'un million de scorpions, mais cette douleur est pour mon corps, elle n'est pas pour moi. Voilà, donc ça, c'est le bout du chemin, mais même quand on le fait un petit peu, ça peut déjà beaucoup aider. Et donc, Arnaud Desjardins le disait aussi, hein, au début, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il y a ma souffrance d'un côté et moi de l'autre. Mais quand on comprend, c'est vraiment très pratique. Hein, la souffrance, c'est comme un papier peint et soi-même, c'est comme le mur. Et si on est habile, on réussit à passer la spatule, c'est-à-dire le petit instrument plat, entre le papier peint et le mur. Et là, on peut retirer 2 ou 3 mètres carrés de papier peint d'un coup. Mais si on ne trouve pas cet interstice, à ce moment-là, entre le mur et le papier peint, on est obligé de gratter avec un couteau. Et là, ça prend des heures pour nettoyer 2-3 mètres carrés. Voilà, donc c'est vraiment trouver cet interstice. Ou alors on peut prendre l'exemple d'un sparadrap. Hein, donc, il faut retirer le papier support. Et pour ça, il faut vraiment trouver l'interstice. Des fois, ce n'est pas facile entre le papier support et le sparadrap. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il y a tout qui part d'un coup. Et donc, une fois qu'on a trouvé l'interstice entre soi et sa souffrance, à ce moment-là, la souffrance part d'un coup. Et donc, il faut chercher l'interstice. En ce qui concerne le balayage descendant et ascendant. Alors donc, quand l'énergie descend, eh ben, c'est plutôt apaisant. Et quand l'énergie monte, c'est plutôt stimulant. C'est sans doute un réflexe conditionné par l'association à l'inspire et à l'expire. Hein, quand on fait l'inspire, donc on fait remonter l'énergie. Même si l'air descend dans les poumons pendant l'inspire, le dos se redresse. Donc on sent cette énergie qui monte dans le corps et vice-versa pour l'expire. Donc faire monter l'énergie, c'est associé à une inspiration. Et on sait par ailleurs que l'inspiration est reliée à une stimulation du système sympathique. Le cœur bat plus vite pendant l'inspiration. Et donc, quand on fait monter l'énergie, on fait remonter ces associations avec le système sympathique. Et donc, ça permet de se réveiller. C'est plus stimulant. Mais alors, pour nuancer cette idée, j'ai essayé, donc, ils le disent dans le Vipassana de Goenka, cette opposition ascendante et descendante. Et je trouve que ça fonctionne si on fait une remontée assez rapide du corps, par exemple en 1 ou 2 minutes, on balaye tout le corps en montant, là on sent que c'est stimulant. Mais si on fait la remontée en 20 minutes, une demi-heure, là on ne sent pas la différence. Ça peut descendre ou monter, il n'y a pas de différence, c'est trop lent. Hein, il faut quand même qu'il y ait une certaine rapidité pour sentir la différence. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire des expirations descendante, et là, c'est tout de suite calmant. Sur une expiration, on descend du sommet de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains, et là, on a un effet de calme immédiat. Surtout si on sent la chaleur dans les mains et les pieds, qui ancre en quelque sorte le calme en bas, quoi. Et donc, le petit bateau de notre mental, il est ancré dans la chaleur des mains et des pieds, et à ce moment-là, il se déplace beaucoup moins, il est beaucoup moins ballotté. Là, je passe à une autre question, un autre sujet. Tu dis, chaque zone du corps est associée à une partie donnée de notre inconscient. Aller en profondeur dans les sensations du zone revient à y faire une sorte de forage vertical au travers de couches de plus en plus profondes, afin de faire remonter les sédiments enfouis dans la mémoire. Page 58. Pouvez-vous donner quelques exemples concrets sur ce que vous dites là? Oui, donc effectivement, donc si on médite par exemple sur les mâchoires serrées, alors pour faire cette expérience-là, il faut quand même avoir une capacité de concentration.
La plupart des gens ne l'ont pas et donc ils ne s'aperçoivent pas de ça. Mais quand on a une certaine capacité de concentration, au moins qu'on persévère, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des douzaines d'images qui s'associent à une même contraction, par exemple, du corps. Hein. Par exemple, dans les mâchoires, ça peut être très envie de manger, mais ça peut être aussi l'envie de mordre quelqu'un du point de vue parce qu'on est en colère contre lui ou au contraire parce qu'on a un désir physique intense pour lui. Ou alors ça peut être la peur qui nous serre les dents, ou ça peut être quelque chose qu'on ne veut pas avaler et donc on ferme, on serre les dents pour ne pas avaler. Voilà, donc ça peut être associé à des types d'émotions qui seront toutes récentes, mais de façon différente. La peur, c'est pas différent de la colère, c'est différent aussi de ne pas vouloir manger quelque chose. Et mais c'est associé à la même tension du corps. Voilà, alors sinon, il y a aussi un travail très, très intéressant dans les nouvelles thérapies, c'est le brain spotting. Donc, on se fixe sur une zone du visage assez précise et puis on inspire, on expire de façon plus active en sentant cette zone, puis ensuite de façon plus paisible. Et c'est ce qu'ils appellent de façon imagée presser le citron. Et à ce moment-là, il y a plein d'images qui viennent et qui sont directement associées à cette zone. Par exemple, si c'est l'extérieur de la pommette droite, eh bien, on sentira que c'est relié au sourire, parce que quand on sourit, il y a une énergie qui monte de l'angle droit de la lèvre, des lèvres. Donc, ça remonte par la pommette droite et ensuite, ça continue vers l'œil et ça fait le trajet du sourire. Et donc, en inspirant, en expirant par cette zone, on fera remonter les associations beaucoup plus vite et donc, on verra qu'il y a beaucoup d'associations autour du sourire et de la joie qui viendront à partir de là. Voilà, mais il y aura peut-être un petit peu de peur parce que l'enfant a peur de se prendre un coup, hein, même s'il n'est pas battu régulièrement par ses parents, il se prend des coups de ses amis à l'école, il se prend quand même des coups, l'enfant. Et donc, il a peur de ça. Et donc, peut-être que sentir la pommette là où les coups arriveront directement, une claque arrivera directement, ça peut aussi réveiller ces souvenirs-là. Voilà, hein, donc une même zone du corps a différents types de souvenirs qui sont associés et des fois un peu contradictoires aussi. Et donc, c'est en étant concentré dans un état de rêve éveillé, très relaxé sur cette zone du corps qu'il y a toutes ces associations qui viennent et c'est partie intégrante de ce qu'on appelle la clairvision intérieure, donc le vipassana, pour voir ce à quoi correspond une sensation du corps et quand on a une image mentale, sentir à quelle sensation correspond l'image mentale. À ce moment-là, on peut jouer beaucoup plus facilement sur la modification des sensations, éventuellement la modification des images mentales et comme ça, on réussit à progresser. Toujours dans le sujet des émotions, tu dis les émotions comme la colère et la peur ont un rôle de protection du corps. Elles sont liées directement à l'instinct de conservation et il est donc normal que ce soit elles qui surviennent en premier de façon quasi réflexe. Le travail de pacification, de mise à distance de ces émotions primaires vient dans un second temps. D'où cette distinction entre zone primaire et secondaire. Est-ce possible d'élucider avec des exemples? Pourquoi, par exemple, la peur? Oui, par exemple, quand on a l'anxiété, il y a deux zones principales qui sont stimulées et contractées dans le visage. C'est les mâchoires et l'espace entre les sourcils. Et donc, si on va vers des zones d'à côté qui ne sont pas stimulées par l'anxiété, comme le dessus de la lèvre supérieure, la base du nez ou alors la moitié supérieure du front, à ce moment-là, on pourra détendre les zones d'anxiété parce qu'on donnera l'énergie à un autre canal. Donc, on revient à cette image du canal dans les potagers. Hein, si on a un lopin de potager qui est trop plein d'eau et qu'on met juste une barrière de fer pour bloquer le canal, au bout de 10 secondes, l'eau montera et puis passera au-dessus de la barrière de fer ou à côté et puis ira dans le même potager. Et si on veut vraiment changer les choses,
il faut non seulement fermer un côté, mais ouvrir un autre. À ce moment-là, l'eau naturellement ira dans le nouveau canal. Et donc, à la place que l'eau de la conscience et de l'énergie aille tout le temps vers les mâchoires ou vers l'espace entre les sourcils, comme c'est le cas dans l'anxiété, on crée un nouveau canal vers la moitié supérieure du front, vers cette zone sur laquelle on médite en Vipassana, au-dessus de la lèvre supérieure. On peut aussi faire aller vers le haut des omoplates. Et à ce moment-là, on peut aller vers le milieu des trapèzes. Tout ça, ça détend et ça fera lâcher beaucoup mieux la tension des mâchoires et entre les sourcils que si on cherchait juste à les relaxer sans plus. C'est pas mal de les relaxer sans plus, mais si on va stimuler les zones complémentaires, à ce moment-là, il y a un véritable rééquilibrage de l'énergie qui s'installe à long terme. Et Ça, c'est très c'est en important. méditation ou dans l'activité même journalière? Ben, si on médite suffisamment intensément, à ce moment-là, si on médite les yeux ouverts aussi, ça favorise le passage dans l'activité quotidienne, parce que dans l'activité quotidienne, on a les yeux ouverts. Donc, il faut s'entraîner à partir d'un certain moment à beaucoup méditer les yeux ouverts. Mais même dans une même session, quand on va vers des sensations fines, on peut faire les yeux fermés. Puis quand on a bien senti les sensations fines et qu'on se concentre sur les zones secondaires, à ce moment-là, on le fait les yeux ouverts. Comme ça aura beaucoup plus de force pour revenir dans la vie quotidienne où on a les yeux ouverts. C'est une sorte de préparation à la vie quotidienne. Donc, c'est la grande idée du bouddhisme Mahayana. Et Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à méditer les yeux ouverts. oui, c'est ça, parce qu'au début, la première chose, c'est de s'intérioriser. Et donc, c'est plus facile les yeux fermés. Mais il y a un moment où il faut préparer le retour à la vie quotidienne et donc faire les yeux ouverts. Mais c'est vrai que quand on médite depuis longtemps les yeux fermés, au bout de 30 secondes, les yeux sont de nouveau fermés, mais on les réouvre de nouveau parce qu'on a compris ce à quoi ça servait. L'important, c'est de comprendre. Et puis ensuite, c'est une question de pratique. Okay. Il y a déjà, tu dis à la page 62, il y a déjà un déséquilibre du corps dû à l'anatomie, cœur à gauche et foie à droite. Avoir les foies, là tu cites un proverbe ou une expression française. Avoir les foies, c'est-à-dire avoir peur. Et là, ma question, on parle souvent, surtout en arabe, chez le soufisme, foi, c'est un cœur silencieux. Et on lui attribue le foie un rôle aussi important, même souvent plus important que le cœur. Les proverbes arabes insistent, par exemple, sur ce rôle. Quand on dit que nos enfants sont nos foies akbaduna, plutôt que nos cœurs. Donc, ah oui, c'est-à-dire qu'on a un faible dans notre cœur pour les enfants. Ouais, oui. Dans notre foi. Oui, en hindi, ils disent yakrit katukra. Yakrit katukra, donc morceau de mon foie, c'est pour exprimer son affection. À la place de dire mon petit cœur, on dit morceau de mon foie. Parce qu'on sait que le foie, c'est le côté de la stabilité, alors que le cœur est instable. Donc, je pense qu'on peut relier ça au cœur subtil à droite. On parle du foie, essentiellement du foie, que même ma foi pour toi, mon foie, pas moi. Mon foie, oui. C'est-à-dire mon cœur, mais ils utilisent le foie et pas le cœur. Et comme s'il est aussi important et c'est un organe qui gère beaucoup d'émotions et de sentiments. Oui, et ils disent donc en hindi, Yakrit Chadnatse Chalgaya, c'est-à-dire le foie est passé par le tamis. Donc, ils imaginent qu'il y a un tamis en dessous du foie et quand on déprime, l'énergie du foie s'en va vers le bas. Et au fait, c'est assez logique parce que quand on déprime, on est voûté vers l'avant et à ce moment-là, le foie descend. Hein, donc, c'est une sensation, c'est une réalité physique, mais c'est aussi une sensation énergétique. Le foie devient un poids et va vers le bas et c'est la tristesse. Et si on remonte la posture, on remonte le foie et là, c'est la joie. Alors, évidemment, donc le cœur subtil à droite est un peu au-dessus du foie, mais bon, dans le langage populaire, on ne fait pas la différence. Mais au fait, je pense qu'il faut souvent pouvoir faire la traduction de Yakrit par cœur subtil à droite. Ça éclairera beaucoup les choses. Donc, par exemple, quand Benjamin… Associé entre le foie et le cœur subtil?
Oui, c'est ça, le cœur subtil, c'est comme une balle de lumière posée sur le foie et sur le diaphragme. Hmm, Voilà, donc c'est assez proche. Et les deux sont à droite, bien sûr. ouais. Mais physiologiquement, même physiologiquement, le foie a un rôle aussi important que celui du cœur, même plus important. Ben, les deux sont indispensables. On associe en médecine chinoise le foie à la tristesse s'il est malade, et donc inversement à la joie s'il est en bonne santé. Et donc, effectivement, il y a un lien sur le psychisme. Alors après, il faut quand même un peu se méfier des inexactitudes du langage populaire. Hein, souvent, quand on dit j'ai mal au foie, c'est souvent plutôt une nausée qui vient de l'estomac. Bon, là, c'est un peu les diagnostics populaires, c'est pas toujours exact. Mais bon, quand on a une hépatite virale, c'est clair qu'on vomit. Et donc, tout ce qui est dégoût, tristesse, on l'associe au foie après. Oui, mais justement, ce que disaient les soufis, que le foie, c'est le cœur silencieux, en quelque sorte. Ben, à ce moment-là, c'est Arrou, le latifa Arrou, qui est le pendant de Kalb. Hmm, Et donc, là, c'est le cœur subtil à droite plutôt que le foie. hmm, Effectivement, c'est un cœur silencieux, il n'y a pas de battement, mais il y a les avantages du cœur, du rassemblement au centre, de la joie, de la clarté. Il y a tous ces avantages dans le cœur subtil à droite, sans avoir les inconvénients du boum-boum physique et de l'instabilité physique du côté gauche, un peu comme une région où il y aurait tout le temps des tremblements de terre. On ne pourrait pas construire quelque chose de solide dessus. hmm. Alors qu'à droite, il n'y a pas de tremblement de terre, donc on peut construire quelque chose de solide. Et donc, je le cite souvent, hein, ceux qui viennent à mes séminaires le savent, quand Jacob a eu son 12e fils, il lui a donné un premier nom, mais au bout d'une semaine, donc, il y avait la cérémonie pour le vrai nom, et donc il a changé, et il a dit, j'ai trouvé un meilleur nom, c'est Benjamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Et voilà, il aimait beaucoup son 12e fils, et il voulait une relation stable avec lui. Donc, il a dit fils de ma droite parce que on sait et on le sent, c'est pas une notion théorique, c'est une notion tout à fait vécue, que le côté droit du corps est plus stable que le côté gauche. Donc, il l'appelait Benjamin, fils de ma droite, et ça donnait Benjamin en français, Hmm. Ouais. donc le petit d'une famille nombreuse. Hmm. Ok. Et là, une autre question. Ceux qui sont instables émotionnellement, tu dis à la page 65, ne doivent pas pratiquer la concentration sur l'axe central et la montée de l'énergie dans celui-ci. Ils ne pourraient supporter l'intensité qui en provient. Donc, ma question, que doivent-ils donc faire à sa place? Ben, ils peuvent faire Et la quel genre de montée? relaxation. Et là, tu viens, par exemple, de conseiller où on a fait une méditation guidée où on fait monter comme un jet d'eau. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et donc, ben, si on est sûr de rester concentré sur la joie, à ce moment-là, c'est bon. Mais si pendant qu'on fait cette méditation, il y a la colère qui vient, à ce moment-là, c'est pas bon. Donc, mieux vaut plutôt faire le vipassana pour voir les zones de la colère et les changer progressivement. Donc, une méditation d'observation plutôt que de concentration. Ou alors, on peut faire des méditations de concentration sur quelque chose de positif, par exemple, le hara. Hein, le hara, ça stabilise et c'est plutôt une descente de l'énergie. Quand on revient tout le temps au hara, c'est les soucis de la tête qui descendent dans le hara. Et on peut faire la respiration du vase, qui est proche de la méditation sur le hara, où on fait descendre l'anxiété du visage et du cou dans le hara sur l'inspiration. On la brûle poumon plein et on diffuse de la lumière et de la tension dans toutes les cellules du corps sur l'expiration. Donc, imaginez que le feu du hara brûle les tensions qui descendent un peu du visage, un peu comme si on ratissait des feuilles mortes et on les brûlait au niveau du hara. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on est sujet à la colère pour faire un premier débroussaillage. Quand tu parles instable émotionnellement, et spécialement, tu parles de la colère, non? Alors, ben, ça peut être tout, ça peut être aussi trop d'avidité affective, hein, ça déstabilise. Et donc, creuser les reins et revenir au hara, un hara détendu, c'est un traitement de base. Hein. Donc, ils le disent non seulement dans le zen, mais il y a une méditation très populaire en Birmanie qui est celle de Mahasi Sayadaw, où il travaille beaucoup sur le hara aussi.
Enfin, ils peuvent être Theravada et pas Mahayana. Ils travaillent quand même sur le hara. Dans le yoga, on ne parle pas du hara. Même dans le tantra, on ne parle pas du hara. C'est-à-dire, on parle du Svadhisthana et à mon avis, c'est le même endroit. Donc, voilà, quand on dit hara, il faut traduire par Svadhisthana et là, on retrouve un travail possible avec le yoga tantrique. Okay. C'est pas rien comme nom, hein, le sthana, le lieu, sva, du soi, adi, fondamental. Donc, il y a de quoi travailler. Hein, on comprend que c'est là qu'il faut revenir pour s'ancrer. Et en parlant de la Kundalini, montée de Kundalini n'était authentique. Les éveils de Kundalini se produisent quand on observe une chasteté complète, ce qui n'est guère facile ni fréquent dans le milieu occidental actuel. À la page 67. Ma question, pourquoi pas d'éveil de Kundalini sans chasteté stricte et absolue? Et pourquoi la chasteté comme valeur a tellement reculé en Occident? Est-ce dû, par exemple, à une réaction antichrétienne? Oui, alors donc Vijayananda insistait là-dessus, hein, il le disait à qui voulait l'entendre, et on pourrait dire c'est qu'une image, mais elle est assez bonne, c'est une question de pression. Voici l'énergie part par en bas, elle ira moins par en haut, mais bon, en même temps, faut que chacun soit au niveau voilà, où il se sent, et mieux vaut une relation amoureuse qui fonctionne bien plutôt qu'une chasteté forcée. Voilà, donc il faut être réaliste aussi. Et puis, quand on est dans une relation de couple, on n'est pas obligé de mettre toute son énergie dans le côté sexuel. Hein, on peut développer des aspects de relations plus subtils, surtout quand on prend de l'âge. Voilà, donc je ne veux pas parler pour les couples, hein, chaque couple est différent. Mais en tous les cas, Swami Vijayananda me disait ça, puis c'est aussi mon expérience. Hein, cette transformation de l'énergie. Hein, c'est pas qu'il faille pas de désir sexuel, c'est bien d'avoir des désirs sexuels, mais transformés. Voilà, les désirs sexuels, c'est une forme de vitalité, donc c'est bien qu'elle soit là, mais transformée. Swami Vijayananda citait le cas de l'élection des papes dans le catholicisme, et donc il y a un vieux cardinal qui vérifie chez le candidat qu'on veut élire pape s'il a bien les deux testicules. Hein, c'est une vieille tradition. Donc, il le tâte et voilà, il regarde s'il a bien les deux testicules parce qu'on n'a pas le droit d'être pape dans le catholicisme si on a un problème sexuel, style malformation des organes sexuels ou un seul testicule ou pas de testicule. Et donc, c'est le dernier examen en quelque sorte. Et donc, le cardinal dit, Vijayananda le citait en latin, donc c'était amusant de le voir citer des termes latins, testes habens et bene pendentens, c'est-à-dire ayant des testicules et bien pendantes. Et donc, une fois qu'on a dit ça, le pape, il peut être élu pape. Mais sinon, non. Voilà, donc c'est cette idée que la force psychique du pape est liée à son énergie vitale et à son énergie sexuelle. Il faut qu'elle soit normale. En arabe, parler de quelqu'un qui est faible, qui ne sait pas se décider, on dit il n'a pas de testicules. Oui, c'est ça, on dit en français, il n'a pas de couille, oui, ou c'est une couille molle. Voilà, ça revient au même. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il est faible, trop faible. Oui, oui. Après, donc, c'est toujours la même question. Cette énergie vitale, elle peut être orientée vers la possessivité, vers la colère, vers la destruction, ou alors vers quelque chose de spirituel. Voilà. C'est pour aussi le jeûne. Hein, le jeûne, c'est une pratique spirituelle, mais on peut l'orienter vers la destructivité, ou alors l'ego. Hein, le moi je jeûne et les autres jeûnent pas. Alors, ça peut être des égos de groupe aussi. Si un groupe jeûne et le groupe d'à côté ne jeûne pas, il se croit infiniment supérieur, alors que c'est au fait surtout quelque chose de physique. Par exemple, les Moghols ont assiégé une ville du Moyen-Orient quand ils ont, vers le XIIIe siècle, hein, quand ils ont invahi le Moyen-Orient. Et alors, ils ont jeûné pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils sont passés à l'attaque. Ils ont massacré tout le monde, ils ont violé les femmes, etc. Ils ont mis le feu à tout. Donc, ils sont comportés comme des animaux. Mais le jeûne leur avait donné une force. Mais cette force, ils l'ont utilisée pour la violence et des comportements animaux. Donc, c'est l'ambivalence d'éveiller une énergie intérieure. Et ça peut partir du mauvais côté. À ce moment-là, ça fait des gros dégâts. Ben, Jacques Rest
la deuxième question, la valeur de la chasteté, pourquoi elle recule? Elle a reculé Oui, tellement en Occident. Moi, je te donne l'exemple. Quand j'étais à Paris, je discutais avec une amie qui était spirituelle. Elle n'est pas convaincue que le Christ était chaste. Et elle était toujours, elle me répétait que voilà, il avait Marie Madeleine, etc. Elle ne pouvait pas même imaginer que quelqu'un puisse vivre une chasteté. oui, Pour elle, c'est du mensonge pur et dur. oui, 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 oui. Et donc, ça a tendance aussi dans l'Inde des middle class et de consommation, ils ont tendance à croire ça aussi. Et ben, c'est un grand problème parce qu'effectivement, ça limite beaucoup, beaucoup les choses. Mais bon, c'est pas nouveau, hein, le judaïsme n'est pas pour la chasteté, enfin, ils sont pour la vie de couple, hein, l'islam aussi. C'est très difficile d'être moine dans le judaïsme ou dans l'islam. Voilà, donc, et l'hindouisme, ils envisagent mal la vie de célibat pour les femmes, par exemple. Il y a très peu de swamini. Maintenant, il y en a un peu plus, hein, mais dans la tradition hindoue, il y a très peu de religieuses femmes. Bon, voilà, mais ils recommandent donc la chasteté dans le mariage, bien sûr. Il y a une chasteté dans le mariage aussi, ne pas faire d'infidélité, etc. Donc, c'est Oui, voilà. mais moi, ma question, le recul de la chasteté en tant que valeur en Occident, Oui, selon toi, c'est dû à quoi? donc je pense que c'est dû à la société de consommation, hein, donc le côté enfant À la gâté, facilité on d'une a de vie quoi sexuelle, manger. même sans mariage, c'est une des causes, à ton avis? Alors aussi, oui, c'est une des causes, une trop grande facilité, une trop grande précocité. Hein, il y a un côté addictif dans la sexualité. Si les gens sont dans la sexualité très tôt, ça risque de, voilà, ils n'ont pas l'habitude de gérer ça et du coup, ils deviennent dépendants. Bon, là encore, il faut nuancer. Il y a des gens qui se marient très tôt et qui s'en portent bien, mais il y en a d'autres qui deviennent dépendants. Voilà. Et puis donc, je le redis, hein, il faut que ce soit une chasteté qui soit faite avec une vraie transformation de l'énergie. Et Swami Vijayanda disait que c'était rare. Mais par contre, il disait, si on veut observer la chasteté, mieux vaut être moine que prêtre. Parce que le moine, il a tout son temps pour faire la transformation et c'est effectivement une transformation qui prend du temps. Le prêtre, il n'a pas le temps, il court de réunion en réunion. En plus, il est en contact avec des couples qui lui parlent de ses problèmes de couple. Et du coup, ça le perturbe finalement. Ça éveille un peu Oui, ça éveille le désir. Hein, mon frère aîné, il a été marié par un prêtre qui s'occupait des mariages et il a dit, si vous avez des problèmes de couple, venez me le dire. Et puis, un an plus tard, c'est lui qui s'est marié. Voilà. C'est aussi une manière de résoudre un problème. Si la chasteté est un trop gros problème, on se marie. Et puis voilà. Et là, on passe à une autre question. En notre début du troisième millénaire, avec la mondialisation, c'est l'éveil accidentel de la Kundalini qui est à la mode. Page 66. Déguiser les troubles, tu continues, sous des étiquettes de troubles honorables. C'est ton expression. Ça devient trop banal, en quelque sorte. Et ma question, tout le monde parle de la Kundalini. Et bien voilà, c'est une sorte de banalisation de nos problèmes même psychiques et psychologiques. Alors que c'est exclusif au Tantra au début, la Kundalini. Même dans le yoga de Patanjali, on n'en parle pas. Donc, pourquoi et comment ça est devenu en quelque sorte un prétexte ou, je ne sais pas, un déguisement? Oui, oui, oui. Alors donc, ben, il y a cette donc intuition fondamentale du tantra, donc de comprendre que la vie spirituelle était beaucoup basée sur une énergie, la transformation d'une énergie vitale qui sinon se manifestait beaucoup sous forme de sexualité. Mais aussi dans la bhakti. Hein, la bhakti, ils ne parlent pas de Kundalini, ils parlent de Bhagavan Ki Shakti, l'énergie de Dieu, mais ils savent très bien que c'est aussi une transformation de l'énergie vitale. Hein, le Mahabhav, qui est le sommet de la voie de la bhakti, la grande extase, c'est associé à l'union avec l'amant divin.
Voilà, donc dans la Bhakti, par exemple, Krishna, c'est une transformation de l'énergie amoureuse du début à la fin. Voilà, donc il y a ça. Et donc, je pense que les gens ont assez la psychanalyse réductionniste, mais ils comprennent quand même que la sexualité a un grand rôle. Et donc, pour exprimer leurs troubles, ils disent ben, c'est un éveil de la Kundalini qui a dérapé. Voilà. Hein, mais pour en revenir à ce que disait Vijayananda, pour avoir un véritable éveil de la Kundalini, il faut une grande chasteté. Et c'était surtout dans les années 2000-2010 que j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir pour ça. C'était 90% des hommes. Et donc, ils n'observaient pas du tout la chasteté. Et on voyait que voilà, ils progressaient pas tellement spirituellement malgré leur éveil de Kundalini. Ça leur posait plutôt des problèmes qu'autre chose. Et ça semblait plutôt être une difficulté à gérer leur sexualité de base. Voilà, sans parler de Kundalini. C'est-à-dire, Mais cet éveil, selon toi, ces problèmes, c'est essentiellement dû à ce qu'ils ne gardent pas la chasteté? alors, non, l'éveil de Kundalini donc, vient de la chasteté, mais s'il y a des gens qui ne gardent pas la chasteté et qui se portent très bien, heureusement, hein, très bien psychologiquement, mais peut y avoir des problèmes autour de la sexualité. Et alors, ben, il faut voir à chaque cas. Hein, il y a des gens qui devraient réduire leur sexualité parce qu'ils ont cette capacité de maîtrise et puis se diriger plus vers la méditation par eux-mêmes. Et puis d'autres, ben voilà, s'ils cherchent à réduire la sexualité, à ce moment-là, ça leur pose des tas de problèmes, ça les déstabilise plus qu'autre chose. À ce moment-là, qu'ils aient une activité modérée, et puis voilà. Donc, ça dépend des cas. Hein, mais je peux dire que les cas que j'ai vus, j'en ai vu peut-être une dizaine en 10 ans, qui me disaient avoir un éveil de la Kundalini qui leur posait problème. C'était plutôt des troubles de la sexualité assez banals, quoi. Hein, et alors, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'ait dit avoir eu un éveil de la Kundalini voilà, qui est une transformation spirituelle vraiment authentique. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, mais à ce moment-là, ils ne sont pas venus m'en parler parce que, voilà, on vient m'en parler parce que je suis psychiatre intéressé par les choses Oui, oui, spirituelles. reste ma question que dans le yoga traditionnel de Patanjali, on ne parle pas ni de Kundalini ni de chakra. Alors, oui, mais alors il parle de dévotion à Dieu, donc c'est un moyen de transformer hein, dévotion à un être pur. Hein, donc, les Ishvaras, il faut savoir que ce n'est pas le Dieu créateur de l'hindouisme postérieur. Ce qu'ils appellent Ishvara, c'est des âmes parfaites, quoi, donc des pratiquants très évolués. Et d'après les spécialistes, il a calqué l'arahante du Bouddha. Et donc, avoir la dévolution à l'arahante, c'est plus pas dans le contexte historique de Patanjali, pas tellement la dévotion à un Dieu unique, mais ça peut être en tous les cas la dévotion à un maître spirituel, quelqu'un qui a atteint un bon niveau de perfection. Et donc, en ayant de la dévotion à lui, en étant concentré sur lui, on développe les mêmes qualités que lui. Et donc, quand Patanjali décrit les qualités d'Ishvara, c'est les qualités d'un bon pratiquant, c'est-à-dire la pureté mentale, l'éthique, etc., la bonté, et c'est pas les attributs du Dieu créateur et tout-puissant. Hein, c'est juste des qualités morales poussées à la perfection. Et on retrouve donc, il donne une liste de qualités morales pour Ishvara et on les retrouve mot pour mot dans les textes bouddhiques de l'époque du Bouddha pour la description de l'état d'Arahant. Hein, c'est les mêmes termes, il y en a peut-être un qui est changé, mais avec un autre terme qui a le même sens. Donc ça, c'est très probant du point de vue science historique. Hein, on a la même série, sauf que le Bouddha, c'était 1000 ans avant, ou 800 ans selon les comptes, ou 600 ans avant Patanjali. Voilà, donc Ishvara était à la base l'arahante et puis ensuite ça s'est développé dans le divin plutôt à l'hindou et puis finalement le grand Dieu Ishvara avec un I majuscule. Mais au début, il faut le comprendre probablement sans majuscule, comme simplement des méditants avancés qu'on prend comme modèle. Et donc, à ce moment-là, on a de la dévotion pour eux comme envers un maître spirituel. Et cette dévotion nous fait progresser. Dernière question avant de donner la parole
à ceux qui sont là, participants, pour poser alors de leur part leurs questions. Il y a aussi un texte, là, tu dis, de yoga qui établit une distinction entre deux pôles dans l'ajna chakra, celui inférieur juste entre les sourcils et le supérieur vers le milieu du front. Le premier est relié à l'irritation et donc à l'ego, alors que le second est ouvert vers le ciel, la lumière et le suprême. Page 75. Comment donc travailler pratiquement sur ces deux pôles? Ben, on peut imaginer que le milieu du front, c'est comme ou la zone des sourcils, c'est comme un cheval d'arçon. Donc, en gymnastique, hein, on met les deux mains sur le cheval d'arçon et puis on saute en ouvrant les jambes, on saute par-dessus. Donc, il y a vraiment une ligne là, il faut sauter par-dessus. Il ne faut pas passer par-dessous, mais il faut sauter par-dessus d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça, c'est intéressant. Alors, j'en avais parlé avec Vijayananda. Vijayananda, lui, il n'aimait pas trop donner des détails techniques de médication. Donc, il m'a dit, oui, mais c'est personnel, ça dépend des gens, etc. Mais n'empêche que ce texte en parle très clairement. Et depuis que je l'ai lu, ça m'a confirmé ce que je sentais intuitivement. Je le fais et ça m'aide beaucoup. Du coup, j'en parle. Voilà, mais il ne faut pas faire un absolu de ces mouvements énergétiques, ça peut changer. Hein, voilà, il y a un jour, on peut sentir son énergie différemment. Comment tu fais monter cette énergie entre les... Par la visualisation, hein, on visualise que ça monte, on sent que ça monte, et à ce moment-là, ça se met à monter effectivement au bout d'un certain temps. On peut aussi faire inspirer, expirer par le milieu du front, la moitié supérieure du front. Ça, c'est une bonne méthode aussi. Ou alors faire converger l'énergie, non pas au niveau de l'espace entre les sourcils, mais au niveau du centre du front. Faire converger, par exemple, des deux yeux vers le centre du front. Tout ça, c'est bien. OK. Maintenant, la parole à ceux qui désirent poser des questions. C'est le moment. Oui, j'ai une question un peu longue. Oui, vas-y, on est là pour ça. En deux parties. Alors, Oui. pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure à propos des grandes émotions et du contrôle de la peur. Oui. Alors, ça m'a fait penser aux guerres et aux soldats, aux corps d'armée d'élite, aux brigades spécialisées, aux pompiers, aux GIGN. Et alors, par rapport, c'est la deuxième partie de ma question, et je me souviens que mon mari me parlait de la guerre de 14 et des poilus. Il avait eu un oncle qui était rentré complètement fou et ils étaient drogués à l'éther pour avoir le courage d'attaquer dans les tranchées. Alors, comment est-ce qu'on les, maintenant par rapport à avant, comment est-ce qu'on les conditionne, ces corps d'élite? Ben, oui, donc je crois ils cherchent toujours des traitements pour dépasser la peur et puis aussi dépasser le besoin de sommeil. Donc, effectivement, il y a des médecins qui s'occupent de ça pour augmenter les performances des soldats. Sinon, pour les névroses post-traumatiques, à ce moment-là, il y a le MDR et ce genre de méthode et maintenant le brain spotting qui sont très efficaces et donc c'est important de faire ça. Voilà, mais souvent c'est le conditionnement le conditionnement pour dépasser la peur, c'est un conditionnement d'excitation et c'est plus une sorte d'inconscience qu'on encourage que la vraie non-peur. Hein, donc, il faut distinguer les deux. Hein, il y a des gens qui, on les conditionne pour se jeter dans la mêlée, mais c'est souvent voilà, une sorte d'excitation, d'effet de groupe. On joue beaucoup sur l'effet de groupe aussi. Et à ce moment-là, les gens sont emportés dans le groupe et puis ils s'aperçoivent plus grand-chose. Et l'instinct de peur qui aurait pu les sauver, il n'est plus là. Voilà. Donc, les dirigeants de l'armée, ceux qui ont intérêt à cette guerre, exploitent comme ça les réactions des gens. Je pense à ceux qui sont rentrés les premiers dans le Bataclan après le massacre. Et il y a un urgentiste en ce moment, Patrick Pelou, qu'on entend souvent, et je l'avais entendu témoigner juste après. Il était en état de pleurs lui-même. Il n'avait jamais vu ça à ce point-là, le massacre de centaines de personnes amassées les uns sur les autres. Oui, c'est ça. Il y avait eu 120 morts, je pense, hein, le plus les blessés. Oui, ben c'est... donc là, les pratiques de MDR, etc.,
aide beaucoup à dépasser ça, voilà, à dépasser les souvenirs traumatiques, et donc il faut les faire. Il ne faut pas rester avec ça dans la tête, sinon ça devient comme une sorte de toxique chronique. Là, il faut voir un psychiatre. Ceux qui ont vécu des choses pareilles, il faut... C'est pas simplement discuter, hein, la discussion pour les névroses traumatiques, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut faire des choses qui nous relaxent profondément et petit à petit associer cette relaxation profonde à l'image traumatique. Et donc, la question, donc c'est pour ça qu'il faut des psys expérimentés, parce que si on va trop vite, on met trop vite en face de l'émotion traumatique, elle revient trop fort, et du coup, de nouveau, ça fait une crise d'angoisse, etc. Et on a raté la thérapie. Et donc, il faut aller progressivement, et c'est vraiment une question d'intuition à la fois du thérapeute et petit à petit du patient qui développe cette intuition. Qu'est-ce qu'on peut faire remonter par rapport à la manière dont on maîtrise la technique de détente, hein? Et donc, le balayage des yeux, par exemple, c'est une très bonne technique de détente, mais il faut quand même la maîtriser bien pour aller vers des traumatismes importants. Donc, ça, c'est tout l'art du thérapeute de réussir à faire ça. Il doit y avoir des situations épouvantables, effroyables. Ben oui, mais on peut rebondir, hein. Là, j'ai été très touché par donc ce moine cambodgien qui a été dans un camp de concentration pour adolescents. Il avait 12 ans, il en est sorti à 16. Et ils étaient, et 90% des adolescents sont morts, hein, donc morts de faim, morts de soif, morts tués directement par le Pol Pot. Et lui s'en est sorti. Et ensuite, pour rejoindre son village, il a été un mois sur la route, sans logement, sans argent. Il demandait de la nourriture le soir dans les maisons et il a pu revenir chez lui. Voilà. Et donc, il a eu ces choses traumatisantes, mais quelques mois plus tard, il a entendu les prières des sutras dans le monastère à côté de là où il habitait chez sa grand-mère. Et puis, il a tout de suite dit à sa grand-mère, je veux devenir moine. Et alors, il a dit, mais ton père est absent, il n'est pas revenu. Eh bien, il lui dit, pas de problème, je deviens moine d'abord et puis il viendra me voir au monastère. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc, maintenant, il est très joyeux. Il a 57 ans. C'est d'ailleurs le chef de tous les moines Theravada de la France, donc c'est quand même une responsabilité. Il fonde un nouveau centre de Vipassana avec l'aide de Fia Brion du côté de Nice. Voilà, ils sont en train de chercher un terrain, ils ont déjà des idées. Enfin, ce ne sera pas forcément du côté de Nice, ce sera dans la région PACA probablement, mais pas forcément juste près de Nice. Ils cherchent simplement un grand terrain avec déjà des bâtiments pour faire un nouveau centre de Vipassana. Voilà, donc lui, c'est un bon exemple de la résilience, comme on dit, et certainement la méditation l'a aidé considérablement. Et on peut dire pareil pour Fia Brion, elle a été aidée considérablement par le hatha yoga et puis finalement la méditation bouddhiste, enfin, qu'elle pratiquait depuis l'enfance, puis la méditation du raja yoga pour avoir sa résilience, parce que elle était d'une famille de 18 et il n'y en a que 5 qui ont survécu. Voilà, donc elle aurait pu être déprimée toute sa vie, mais elle me dit, dans la communauté cambodgienne en France, on n'est pas déprimé. Voilà, grâce à la méditation, on a rebondi. Il y a une question de caractère aussi, il y a une question de caractère, de nature des personnes aussi. Ben non, elle dit dans toute la communauté, il n'y a pas de déprimé. Donc, c'est vraiment la méthode qu'ils utilisent. Et puis, il y a toute une éducation à être content du présent. Donc, elle dit, il y a beaucoup de choses positives dans ma vie en France. Donc, je me centre sur ce contentement du présent et du coup, le passé perd de l'importance. Mais si on est constamment mécontent du présent, on sera mécontent du passé. Et s'il y a des bonnes raisons d'être mécontent du passé, ben, ça va faire une sorte d'avalanche négative. Enfin, je veux dire, il y a des caractères qui peuvent mieux rebondir que d'autres. Alors oui, c'est ça, mais s'ils sont préparés avec une méditation qui habitue au détachement, qui habitue à l'impermanence, à ce moment-là, et de toute façon, ils rebondiront mieux. Voilà. Puis après, il y a les variations individuelles, mais les variations individuelles, c'est aussi l'éducation qui, justement, amène à faire face à cette impermanence dans certaines familles ou d'autres qui sont juste dans la consommation bébête et qui sont pas habitués à faire face, quoi. Voilà, donc là, c'est là que se jouent les différences. Merci, Jacques. Oui, mais c'est beau de voir dans toute cette communauté cambodgienne. Elle la connaît bien, sa mère aussi est régulièrement dans les temples.
Et donc, ils connaissent bien les autres Cambodgiens. Il a dit, on n'a pas de déprimés, on a rebondit en France. Et voilà, ils sont joyeux de réussir en France. En général, ils font des bons business. Et voilà, bon, ils sont soucieux quand même de l'influence des communistes. Encore maintenant, sur les enfants au Cambodge, ils essaient de faire des choses pour limiter ça. Voilà, hein, tout n'est pas rose, mais ils ne sont pas dans les dépressions. Donc, c'est un bel exemple de résilience. Ils ont des méthodes pour être résilients. Ce n'est pas juste un cadeau du ciel. C'est beau. Oui. Bonsoir, tout le monde. Oui, Suzanne. Oui, Suzanne de Nice, oui. à quelques rues de distance de chez Mahajyoti. Oui, en passant ces dernières semaines, parce que je vais retourner au Liban après. D'accord. En 1er septembre, on va dire au revoir. Okay. Tu dis première, tu vas où alors? Au Liban. Ah, au Liban, mais tu vas t'installer au Liban ou alors tu reviens en France après? Ah oui, je pense que je vais venir, mais pour le moment, je ne veux pas rester ici. J'ai des choses à faire là-bas. D'accord, d'accord. Ben, si tu sens que c'est juste, hein, je te souhaite un bon mission travail là-bas. d'aider, entraide les Libanais, mes amis, tout ça. Aider les amis là-bas, oui, ben, c'est certainement juste. Hein, et donc, ça va te donner de la joie. Quand on fait ce qui est juste, on a de la joie, même s'il y a des problèmes matériels et c'est moins facile. Mais c'est ça, on a déjà commencé. Je vous ai parlé que j'ai commencé avec un groupe d'amis. On a fait une méditation, ça fait comme 2 mois, il y a 2 mois. On a commencé à faire le chakra. On a travaillé sur le chakra hein, oui. jusqu'à 7. Et maintenant, on est arrivé à Ida et le 2 Nadi, Ida Pingala. Et aujourd'hui, vous avez parlé de ça. Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec vous, méditation et le Ida Pingala qui est oui, ben, on peut dire ça. Hein, c'est une manière de travailler sur Ida et Pingala. Donc, les 2 cascades latérales, c'est Ida et Pingala. Et puis, l'axe central, c'est Sushumna. Donc, cette méditation du Om Aum et de l'axe bleu, c'est une très bonne méditation pour travailler sur les canaux d'énergie. OK. Ma question maintenant, parce que c'est très important, c'est aujourd'hui que je dois demander, parce que dans le groupe, j'ai des femmes mariées et j'ai des femmes qui sont pas mariées. OK? Oui. Et c'est pour ça que je me suis dit, je me demandais, je ne suis pas experte là-dedans, je me suis demandé, est-ce qu'il faut continuer avec ça, avec tout le monde ou non? Et c'est très bénéfique à ce que vous avez parlé tout à l'heure avec Dr. Luis et tout ça, la conversation, pour savoir qu'est-ce que vous me conseillez pour la première chose, je pense, c'est de ne pas faire fuir les gens. J'en parlais avec Udek de Clerc, qui est présidente maintenant de la plus grande association de yoga de Belgique. Elle-même a été mariée, elle a eu des enfants. Après, elle s'est séparée de son mari, elle a eu des compagnons. Et puis, depuis maintenant 20 ans, elle est seule. Et elle dit que c'est une question, donc elle a choisi de donner la priorité au yoga. Donc, elle se sent mieux sans compagnon. Elle voit toujours ses petits-enfants tous les mercredis après-midi. Et elle me conseillait aussi, parce qu'elle a quand même 10-15 ans de plus que moi, elle me conseillait de ne pas trop prêcher la chasteté dans le public général, parce qu'elle m'a dit, tu vas les faire fuir. Voilà, hein, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas comprendre, comme disait Louis. Et donc, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Et le Vijayanda le disait, il disait, si au fait, il y avait assez peu de monde relativement qui suivait Mananda Mayi, c'est parce qu'elle était dans la tradition du renoncement. Et statistiquement, il y a peu de gens qui sont prêts pour le renoncement et même rester en famille, rester en couple, mais diminuer, réduire au minimum les relations sexuelles. Il y a déjà très peu de gens qui sont vraiment prêts pour ça. Voilà, donc il faut voir à qui on s'adresse et puis essayer de faire ça à l'unité. Oui, excusez-moi, parce que j'ai écouté une fois Sadhguru, il a dit il y a 2 façons d'enseigner les gens s'ils sont mariés ou non. C'est quoi la différence pour maintenant? Je ne sais pas. C'est quoi la différence? C'est vrai que c'est différent. Par exemple, Ramana Maharshi, il avait un disciple qui voulait vraiment devenir sannyas, qui était brahmachari, et il lui a beaucoup conseillé des jeûnes très stricts, alors que pour les laïcs, il ne leur conseillait pas.
Voilà, hein, donc il y en avait un qui voulait faire des pratiques intenses, ben, il lui a donné des pratiques intenses à faire. Les autres, ils ne demandaient pas, donc il ne leur donnait pas. Voilà, comme dit le proverbe, il faut donner à boire à ceux qui ont soif et à manger à ceux qui ont faim. Voilà, donc ce que cherchent des gens, ben, par exemple, quand on est dans la vie de famille, on insiste beaucoup sur réduire la colère. Là, c'est très important parce que si on est coléreux dans la famille, ça peut tout faire sauter. Hein, donc, travailler sur la colère, c'est très important. Travailler sur le désir, et ben, si les gens sont pas prêts, il n'y a pas à forcer. Donc, il faut être prudent là-dessus. Dire qu'il y a effectivement des différents niveaux, c'est connu hein, dans les Yoga Sutras de Patanjali, quand il parle du Brahmacharya, il dit il y a le Brahmacharya pour les célibataires, donc qui est complet, et puis il y a le Brahmacharya pour les gens mariés, qui est ben, de ne pas utiliser la sexualité pour manipuler l'autre, pour lui nuire, et puis être fidèle dans le couple, et c'est déjà beaucoup. Hein, si on réussit à faire ça, c'est déjà beaucoup. Okay, vous connaissez, excusez-moi tout le monde, mais non, mais c'est important, oui, c'est important. Très important. Parce que la vie maritale, c'est pas si simple. C'est pas si quelqu'un qui n'est pas renoncé à la vie sexuelle, ça veut dire qu'il est en bonne relation sexuelle avec son mari ou son épouse. Vous voyez? Oui. Est-ce que le pratique qu'on fait, est-ce que ça va affecter, par exemple, ça va augmenter des fois ou toujours ça va baisser le désir sexuel? Non, non, il y a des pratiques qui augmentent. Le Hatha Yoga, en général, ça donne beaucoup d'énergie, donc ça augmente. C'est pour ça que Ramakrishna n'était pas trop pour le Hatha Yoga. Il disait, les disciples ne peuvent pas faire de Hatha Yoga parce qu'il disait que ça va trop éveiller votre énergie sexuelle. Voilà, donc c'était l'avis aussi de Marie-Madeleine Davy. J'ai eu la réponse. Merci. Elle était conseillère de beaucoup de jeunes femmes qui faisaient les écoles de Hatha Yoga en France dans les années 70. Et elle disait que c'était un vrai problème, quoi, cette excitation qui venait. C'est sûr qu'elles avaient la forme, elles avaient l'énergie, mais chez des gens habituels, quand on a la forme et l'énergie, ça passe dans la sexualité. Voilà, donc des fois, c'est peut-être mieux d'avoir un peu moins de forme et un peu moins d'énergie et de rester tranquille chez soi. Voilà, donc c'est des sujets délicats et quand on est avec un grand groupe, il faut éviter de dire des choses trop marquées ou alors bien distinguer effectivement l'enseignement pour les célibataires, enseignements pour les gens mariés, mais il n'y a pas de Sadhguru, il n'y a pas que Sadhguru qui dit ça, hein, c'est connu. Oui, moi j'ai entendu Sadhguru, oui, c'est connu. Okay. Mais ça veut dire, j'évite le Ida Pingala avec eux et je recommence le 7 chakra. On travaille sur le 7 non, chakra. non, mais bon, c'est pas lié de façon aussi simple. Hein. Donc, on peut faire Ida et Pingala. Et la montée dans l'axe central, ça peut les recentrer. Et en se recentrant, on peut quand même calmer des désirs qui partent dans tous les sens. Okay. Donc, recentrer, c'est quand même bon. Voilà. Hein. Après, s'ils ont l'impression qu'ils ont trop d'énergie qui monte à la tête et c'est des choses qui se sentent, on peut travailler sur le hara, donc la respiration du vas, par exemple, on a fait souvent. C'est une très bonne manière de se réancrer quand on est déstabilisé par les émotions perturbatrices. Jacques, concernant le Hatha Yoga, il y a toujours des exercices, moi qui un Hatha Yoga, il y a beaucoup d'exercices et de postures qui font monter l'énergie vers le haut. Donc, oui. De chasteté. Et il y a même des postures conseillées à des brahmacharis. Oui. Ben alors, Vijayananda, il disait qu'au début, il faisait beaucoup de Hatha Yoga. 3 heures par jour, il faisait. Et parce qu'il disait, je pensais que ça allait m'aider pour la chasteté. Mais je me souviens, il avait un petit sourire. Et donc, je crois qu'il n'était pas complètement convaincu. Parce que lui, il le faisait très intensément. Donc, c'était peut-être pas si facile pour la chasteté. Les 3 heures par jour, ça fait quand même beaucoup. Oui, 3 heures. Il méditait tout le reste du temps. Donc, quand il pratiquait. Nous, normalement, quand on enseigne, c'est une séance d'une demi-heure, au maximum 3 quarts d'heure. Donc, entre 1 quart d'heure et une demi-heure. Et au pire des cas, 3 quarts d'heure, mais pas plus par jour. Oui. Et même pour la méditation, chez les Tibétains, ils insistent là-dessus, ça revient très souvent, faire des séances courtes au début, mais qu'on répète. On peut répéter, mais pas faire trop longtemps, parce que sinon, il y a une sorte de saturation qui vient et c'est contre-productif parce qu'après, on se dégoûte. Oui. Okay. Thibaut, on n'a pas de questions aujourd'hui.
Bah, il y a des questions importantes de Suzanne et de l'ouest de bon, Nice. tu as toujours des questions ou Excuse-moi, hein? Il y a mon GPS. Ah oui, Florence, on va évoluer vers l'ouest avec Perpignan ou la montagne. Voilà, oui, non, je suis plutôt à la montagne. Là. Maintenant, très bien, tu as été au frais, alors oui. Voilà, je reviens au frais. Mais c'est une petite question. C'est là, dans la méditation, tu nous as fait plutôt tourner vers l'Est. Oui, alors pour la méditation, c'est soit le nord, soit l'est. Voilà, c'est la question. En général, on dit pour les gens mariés, plutôt l'est et les renonçants, plutôt le nord. Le nord, c'est la zone de la mort, mais c'est aussi la zone du repos. Et donc, le renonçant, il veut un arrêt complet du mental. Et donc, pour ça, le nord où il n'y a pas de soleil, ça peut être bien. Et puis, Vidyanda disait, il y a probablement une notion de champ magnétique. Donc, c'est intéressant parce que lui, il était à la fois yogi et médecin. Et il disait, quand on est tourné vers le nord, on va dans le sens d'un champ magnétique déjà existant. Et quelque part, ça favorise le flux de la méditation. C'est ce qui est sous-entendu. Peut-être que ce sera vérifié un jour. En tous les cas, les oiseaux ont de la limaille de fer dans le cerveau et ils ont leur boussole intégrée. C'est pour ça qu'ils trouvent le nord très facilement. Alors, peut-être qu'on a quelque chose comme ça qu'on n'a pas encore trouvé dans le cerveau humain, voilà, qui nous permet de nous orienter par rapport au nord. Il y en a qui disent que pour dormir, l'orientation du lit est importante. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vérifié par la science très stricte, mais ce sont des pistes intéressantes. Pour l'orientation du lit, moi, je l'ai testé moi-même et c'est vrai qu'on dort mieux quand la tête est au nord. Tu dors mieux quand la tête est au nord. Et ça correspond à ce que tu as lu aussi ou ce que tu as lu se contredit? J'ai lu aussi. Oui, c'est ça. Oui, il me semble aussi qu'il y a ça. Donc, tête au nord. Voilà. Oui. On ne peut pas au nord, à la rigueur à l'est, mais pas autrement. Oui. D'accord. Apparemment, il y a plusieurs écoles, apparemment. Que Thibaut, tu as eu d'autres échos? Ouais, moi, j'avais entendu que comme on est dans l'hémisphère nord, il faut dormir la tête à l'ouest. D'accord. Mais je suis pas sûr. Tu as essayé, toi, tu as eu une préférence? Oui, je tourne le lit régulièrement, donc je... J'ai pas trop vu les différences. T'as trop vu. On dit que c'est pas bon d'avoir la tête à l'ouest. Hein. D'accord. Ok. Ah non, mais là, quand je suis à Saint-Jean-de-Luz, comme j'ai la mer pas loin, et du coup, je me suis mis la tête, si je dis pas de bêtises, à l'est. C'est bon, ça? Oui, ça va. L'est, ça va. Okay. Oui, d'après normalement, Scalie Humanjoti, c'est bon, est ou nord, oui. Oui, normalement, on appelle ça Sthapatya Veda, c'est-à-dire l'architecture védique. La direction de préférence, c'est toujours l'est. Même dans le christianisme, on faisait la messe vers l'est, essentiellement. Oui. Et la deuxième option, c'est le nord. D'accord, oui. Et pour dormir, qu'est-ce qu'ils disent dans le Sthapatya? Et pour dormir et pour méditer, c'est le même conseil. Vers l'est, nord ou au cas échéant, c'est le nord. D'accord, oui. Et même, comme tu as dit, l'entrée des maisons, c'était déjà les entrées dirigées vers l'est. Oui. Donc, une bonne définition d'un militant, c'est quelqu'un qui ne perd pas le nord. Pas de fil électrique sous le lit. Pas de fil électrique qui traverse sous le lit. Pas de radio, de télé, de choses comme ça. Oui, il y a ça aussi, l'électricité. Ça, c'est pas facile dans le monde moderne à éviter parce qu'il y a des fils électriques qui passent partout, plus le Wi-Fi des voisins et bientôt la 5G. Oui, c'est tout un chapitre aussi, un nouveau chapitre de la santé physique et psychique. Du Feng Shui. C'est intéressant de suivre le Feng Shui, la géobiologie et l'orientation des maisons. C'est intéressant. Oui, excusez-moi, dans le Feng Shui, il prend compte aussi notre énergie à nous. Ce n'est pas seulement est ou nord. C'est chaque personne, si il est une personne est ou ouest, c'est comme ça, il faut changer la tête. C'est toute une histoire, là. C'est une science. D'accord, oui. Avec des variations individuelles, alors peut-être, oui. Très bien, allez, voilà. On va y aller. Je crois que c'est bon, là.
On est en ligne Merci. depuis 2h30 maintenant. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, on a notre prochain rendez-vous, c'est après-demain, le mercredi. Oui, si oui, oui. possible. Donc je serai encore à cet hôtel Valence parce qu'on va, oui, oui, faire une organisation à peu près analogue. Allez, Entendu. au revoir. À après-demain. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.